Alors, bienvenue à tous à cet événement organisé dans le cadre de la semaine de la mission universitaire. C'est un événement qui est co-organisé par l'Institut universitaire sur les dépendances ainsi que le CREMIS, le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour une présentation qui a pour titre La population LGBTQ+ en situation d'itinérance, défis et résistance au sein des services de soins. Cette présentation a pour objectif de dresser un état des lieux des défis et des obstacles posés à l'égard de la population LGBTQ+ en situation d'itinérance au sein des services. Cela permettra de répondre à trois grandes questions. La première qui est quel est le portrait de l'itinérance et de la consommation de substances psychoactives parmi les personnes de la diversité sexuelle et de genre? Comment s'organise cette population pour contourner ces obstacles? Et enfin, quelles sont les pistes d'intervention clinique qui pourraient favoriser l'inclusion et l'accompagnement de cette population? Pour répondre à ces trois grandes questions, nous avons le plaisir d'accueillir Roré Flores Aranda, qui est professeur à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal et chercheur régulier de l'Institut universitaire sur les dépendances ainsi que du risque. Bonjour Roré. On retrouve aussi Philippe Benoît Côté, professeur au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal et membre chercheur du Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. Bonjour Philippe Benoît. Allô, bonjour. Alors, avant de leur laisser la parole, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette présentation. Donc, je vais commencer par laisser la parole à nos deux spécialistes qui vont faire chacun une présentation qui vont couvrir l'ensemble des questions que nous avons présentées il y a quelques instants. Ensuite, nous nous retrouverons pour une table ronde où nous pourrons discuter avec nos panélistes. Et enfin, nous finirons par un temps de questions et de commentaires du public. Donc, n'hésitez pas à déposer des questions dans l'onglet discussion qui est disponible en bas. Donc, vous avez, alors attention de bien discuter, utiliser discuter. Vous pouvez utiliser questions-réponses aussi, qui peut être très pratique. Enfin, autant pour moi, en fait, il vaudrait mieux que vous déposiez vos questions dans le question-réponse afin que nous puissions bien les identifier et les soumettre à nos chercheurs en fin de présentation. Si jamais vous le souhaitez, il est aussi possible qu'on ouvre votre micro et que vous posiez vous-même votre question. Donc pour ça, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main ou le signaler. On prendra contact avec vous pour valider que c'est bien ce que vous pouvez faire et on pourra ouvrir votre micro au moment voulu pour vous laisser interagir directement avec nos panélistes. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Roré qui va débuter cette belle présentation. Merci à tous et à tout à l'heure. Merci Axel. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être ici avec vous virtuellement. Donc, je vais partager l'écran de la présentation. Ce dont je vais vous parler cet après-midi, c'est sur les enjeux d'itinérance et des consommations de substances également parmi les personnes de la diversité sexuelle et des genres. Comme Axel l'a mentionné, je suis professeur à l'École de travail social à l'UQAM. Donc voici le plan de la présentation. Donc tout d'abord, j'aimerais faire un petit rappel des quelques concepts concernant la diversité sexuelle et la pluralité des genres. On entend souvent parler de l'acronyme d'ES LGBTQ+, et je voudrais donc aborder rapidement cette question et la façon dont on opérationnalise les notions d'orientation sexuelle et identité des genres dans les études. Ensuite, je vais faire un rapide survol de l'état de santé des personnes de la diversité sexuelle et des genres pour mieux comprendre en fait les facteurs sous-jacents qui influencent cet état de santé-là. Et je vais finir par rapporter les données préliminaires en fait d'une étude en cours et qui porte entre autres sur la situation des personnes, des jeunes en situation d'itinérance de la liberté sexuelle et des genres. Et je vais m'attarder particulièrement aux besoins qui sont rapportés par ces jeunes. Et je vais vous parler rapidement d'un guide qui a été préparé par des personnes concernées par la question et qui s'adresse en fait à des organismes en situation d'itinérance pour mieux accueillir les personnes de la liberté sexuelle et des genres. Alors, qui
sont les personnes de la diversité sexuelle. Lorsqu'on parle en fait de diversité sexuelle, on parle donc de ce qu'on connaît par les personnes des communautés de S LGBTQ+, donc de S pour des personnes bispirituelles et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes. De façon générale, en fait, dans la littérature, parfois, on va tenir compte de l'orientation sexuelle, mais pas de l'identité des genres. Dans d'autres études, on va parler de l'identité des genres, mais moins d'orientation sexuelle. On va aussi opérationnaliser de façon différente chacun de ces concepts. Par exemple, parfois, on va demander aux participants à une étude de quel est le sexe de leur partenaire sexuel et à partir de là, on va catégoriser les personnes en fonction d'une orientation sexuelle présumée en lien avec le sexe des partenaires sexuels. Dans d'autres cas, on va demander aux personnes de s'auto-identifier. Lorsqu'on parle d'identité des genres aussi dans les études, parfois on va euh, pas nécessairement tenir compte des personnes non binaires ou de la fluidité aussi possible en termes d'identité des genres. Donc, ce que ça veut dire tout ça, c'est que il est difficile en fait d'avoir un portrait clair de la population tant que ben, voilà, on aura aussi des façons différentes d'opérationnaliser ces mêmes notions. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire que ben, on a des données, évidemment, mais probablement que ces données peuvent être en fait, peuvent montrer une forme de sous-représentation des personnes de la liberté sexuelle et des genres. Alors, quel est l'état de santé de ces populations? Philippe Benoît va aborder davantage les questions associées à l'itinérance, donc je vais faire un portrait plutôt général. Donc, on sait que les personnes de la diversité sexuelle et la pluralité des genres ont davantage des difficultés associées à leur santé mentale, que ce soit des taux plus importants, par exemple, de dépression, d'anxiété. On sait également qu'il y a environ 4 fois plus de risques de suicide chez les personnes de la diversité sexuelle et des genres comparativement à leur père hétérosexuel et cisgenre. Il y a aussi plus d'utilisation de substances dans cette population, dépendamment des substances, mais c'est environ 3 fois plus que le reste de la population. Euh, Entre 20 et 40% plus, des jeunes en situation d'itinérance sont des jeunes de la diversité sexuelle et des genres, ce qui veut dire qu'ils sont surreprésentés parmi les personnes en situation d'itinérance parce qu'évidemment, leur poids démographique est beaucoup moins important que 20 ou 40%. Donc, on sait que les jeunes de la diversité sexuelle et des genres sont surreprésentés parmi les personnes en situation d'itinérance. Et on sait également que particulièrement les hommes gays et bisexuels sont davantage touchés par le VIH et autres infections transmissibles sexuellement et par le sang. Alors pourquoi c'est cet état de santé moins réluisant, si on veut, que le reste de la population? Il y a plusieurs facteurs d'explication. Euh, Évidemment, il y a toutes les conséquences de la discrimination et la stigmatisation. Il y a plusieurs études qui ont utilisé la théorie du stress des minorités pour expliquer le fait que les personnes de la diversité sexuelle et des genres avaient un moins bon état de santé que le reste de la population. Cette théorie veut que le fait d'appartenir à une catégorie sociale minoritaire stigmatisée fait en sorte qu'on vive davantage de stress, du stress chronique et parfois qu'on ait des mécanismes pour faire face à ces stressors, des mécanismes qui parfois peuvent avoir une influence sur l'état de santé. Évidemment, il y a d'autres déterminants sociaux de la santé qui influencent l'état de santé de ces populations et des multiples facteurs de pression, c'est-à-dire que la population de la diversité sexuelle et des genres n'est pas homogène. Il y a des personnes racisées, des personnes qui ont différents niveaux de scolarité, qui ont un revenu différent. Bref, donc d'autres facteurs de pression peuvent aussi évidemment avoir une influence sur l'état de santé des personnes de la diversité sexuelle et des genres. Donc, de façon générale, on sait qu'elles sont un état de santé qui est moins bon, plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi cette situation, mais il y a évidemment aussi des éléments plus structuraux et des caractéristiques qui peuvent aussi influencer donc cet état de santé plus précaire.
Donc, pour parler rapidement des besoins rapportés par les jeunes de la liberté sexuelle en situation d'itinérance, donc c'est un projet qui est actuellement en cours. Le recrutement est encore en cours, c'est pas encore fini, mais on a rencontré pour le moment 19 jeunes qui sont âgés entre 20 et 30 ans. Dans l'échantillon de 19 jeunes, on a plusieurs personnes qui se définissent comme trans ou non-binaires. Plusieurs de ces personnes vont avoir recours au travail du sexe, notamment dans un contexte de survie. Le temps passé en itinérance varie considérablement, soit de quelques mois pour certains à 10 ans pour d'autres. Je vous rappelle que ce sont des jeunes de 20 à 30 ans, donc si on dit qu'il y a des personnes qui ont passé 10 ans dans la rue, ça veut dire qu'ils ont commencé à vivre en situation d'itinérance depuis longtemps. Plus la majorité en fait des personnes rencontrées vivaient une itinérance cachée, c'est-à-dire que il dormait par exemple chez des connaissances, il fait ses couchsurfing par exemple, ou s'est retrouvé dans des espaces précaires qui n'étaient pas destinés à l'habitation ou qui dormaient parfois dans des saunas lorsqu'ils avaient la possibilité de le faire. Et ces personnes-là avaient des périodes d'itinérance qui étaient coupées par des grandes périodes d'instabilité, donc ils vivaient l'itinérance plutôt épisodique. Plusieurs de ces personnes avaient passé par des centres jeunesse et donc ce qui a fait en sorte en fait, de tenter leur parcours et il rapportait deux types de ruptures. Une première rupture à 18 ans avec les services de protection de la jeunesse et une autre avant 5 ans lorsqu'ils n'avaient plus accès par exemple à des services qui s'adressent à une population jeunesse. En termes de besoins, en fait, lorsqu'on parle des personnes trans et non-binaires, ils ont un accès très difficile aux services de soutien pour leur transition, que ce soit au niveau légal, au niveau médical, des suivis en endocrinologie ou en psychologie. Donc, d'autres éléments non nécessairement associés à l'itinérance, mais qui constituent quand même des besoins importants pour cette population. Euh, la transition peut être un levier d'intervention dans le sens où, pour plusieurs de ces personnes, elles vont s'adresser à différents services pour avoir accès à des services en lien avec leur transition. Donc, si on fait un repérage de leur situation d'hébergement, on pourrait sans doute voilà, utiliser comme levier donc, ces services de transition pour offrir d'autres services en lien avec l'hébergement. Euh, Toujours dans le cas particulier des personnes trans et non-binaires, donc les services d'hébergement, notamment les services d'hébergement d'urgence, ne sont pas adaptés. Philippe Benoît va en parler davantage, mais les personnes rencontrées ont vécu aussi beaucoup d'homophobie ou de transphobie, des situations aussi non adaptées parfois à leur situation relationnelle. Et puis, évidemment, aussi des difficultés pour accéder à des services psychosociaux, notamment des services psychologiques. Je voulais vous présenter un guide qui est un guide qui a été élaboré récemment et qui s'adresse en fait aux organismes qui travaillent en itinérance pour mieux soutenir, donc pour mieux accueillir les personnes de la liberté sexuelle et les gens qui se retrouvent en itinérance. Je crois que vous allez avoir accès aux présentations. Donc, le lien pour accéder à ces guides-là se retrouve ici, là où en haut de la diapositive où je bouge actuellement la souris. Et vous savez, en bas de l'écran, de l'écran, pardon, également une vidéo sur ces guides en particulier que vous pourrez regarder à tête reposée. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. Je vous laisse aussi une liste des lectures à apporter pour aller plus loin dans la réflexion sur la question. Donc voilà ce que j'avais à vous partager cet après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roré. Et on passe maintenant à la présentation de Philippe Benoît. Parfait, merci. Je vais partager mon écran. Combien de temps? Pas la bonne affaire. C'est bon.
Un instant. Oui, on a toujours des petits soucis techniques. Là, ça met du piment dans ce genre d'événement. Ben voyons. Ah, bon, OK. Je comprenais pas où étaient rendus les diapos. OK, c'est bon, parfait. Alors, ben voilà, merci beaucoup en fait de me laisser la chance et l'espace pour venir vous parler des travaux de recherche qu'on mène depuis un certain temps là, sur les jeunes LGBTQ+, en situation d'itinérance. Vous allez voir, je pense que c'est assez complémentaire avec ce que Henri vient de présenter. Là. Je vais pousser un peu plus, moi, le volet, en fait, des défis, en fait, des résistances, en fait, que les jeunes peuvent vivre au sein des services, en fait, qui sont disponibles en contexte d'itinérance. Alors, ben, rapidement, le plan de la présentation, je vais revenir un peu sur le concept de surreprésentation que aurait présenté tantôt pour vous mettre ça en lumière ou en tension, en fait, avec la réflexion qu'on mène depuis plusieurs années, là, en fait, sur l'idée, en fait, d'invisibilisation, en fait, de cette population dans le contexte de l'itinérance. Le cœur de la présentation va être beaucoup autour des défis, en fait, rencontrés par les jeunes là, au sein des services avec quelques notions à la fin sur des réactions possibles, en fait, que les jeunes peuvent vivre là, à l'égard de ces services-là et des défis rencontrés au sein des services. Alors, sur la question de la surreprésentation, on sait de plus en plus, là, Henri l'a mentionné juste avant moi, les études en fait quantitatives, les études épidémiologiques, les derniers dénombrements aussi là au Canada, puis même en Amérique du Nord, aux États-Unis aussi, arrivent grosso modo au même constat, c'est-à-dire que on voit vraiment là, une présence marquée là, des jeunes LGBTQ+, dans le contexte de l'itinérance. Les dernières enquêtes qu'on a pointent vers environ 25% en fait, des jeunes en situation d'itinérance qui seraient issus des communautés LGBTQ+, ce qui est somme toute là, énorme, là, surtout dans le contexte où on sait même que c'est souvent sous-représenté. Je vais en parler justement après. Mais si on garde uniquement ce chiffre là, de 25%, c'est vraiment un constat là, énorme à faire. Et ça soulève évidemment beaucoup de questions, entre autres le- je dirais la première question qu'on peut se poser, c'est ben, comment ça se fait? Comment ça se fait en fait que ces jeunes-là, de façon spécifique, se retrouvent en fait dans le contexte de l'itinérance? Donc, toute la question tu sais, des motifs du passage à l'itinérance que Henri a un peu évoqué tantôt. Puis l'autre question, je pense, importante à se poser, c'est OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, nous, en termes de réseau de santé, d'organismes communautaires? Quel genre de services on offre? Puis comment on réussit, en fait, ou pas, à accueillir, en fait, ces jeunes à l'intérieur des ressources, des organismes, des services qu'on propose en ce moment sur la question de l'itinérance. Surtout que, comme on le sait, on s'adresse à presque le quart, en fait, de la population là, des jeunes en situation d'itinérance. Et important aussi de mettre de l'avant, c'est en tension, en fait, avec cette surreprésentation, l'idée d'invisibilisation, en fait. Parce qu'on le voit, euh, moi, quand j'ai fait la tournée là, dans un des projets que je vais vous parler un peu après, là, mais un des projets qu'on a mené, on a fait une tournée là, dans différentes régions du Québec pour aller interroger là, des personnes intervenantes. Il y a un des constats qui revenait beaucoup, c'est l'impression, en fait, de la part des personnes intervenantes que il n'y a pas beaucoup en fait de jeunes LGBTQ+, notamment des jeunes trans et non-binaires qui sont présents dans les services. Donc, on a vraiment cette impression-là qu'ils ne sont pas vraiment dans nos services. Euh, Dans un contexte où, je viens de vous en parler, 25% des jeunes LGBTQ+, ça se retrouve dans le contexte de l'itinérance. Donc, c'est assez surprenant comme constat. Et le concept qui est souvent évoqué pour expliquer cette situation, c'est celui en fait de l'invisibilisation. Donc, l'idée qu'on ne les voit pas. Ces jeunes-là sont présents, mais on ne les voit pas. Et j'aime bien, en fait, de travailler cette notion-là à partir de l'article de Norris Equality de 2021, qui propose, en fait, différentes pistes de réflexion pour comprendre cette invisibilisation-là. Un des premiers enjeux, c'est l'idée, en fait, du unreal, c'est-à-dire que ben, les jeunes LGBTQ+, sont là, sont présents en situation d'itinérance,
mais vont avoir une logique un peu de rejet, de rejeter en fait l'étiquette d'itinérance, c'est-à-dire que ils ne vont pas nécessairement aller, par exemple, dans les ressources ciblées itinérance, il ne faut pas rajouter non plus un stigmate supplémentaire, une étiquette probablement négative avec lesquelles ils vont être confrontés là, par la suite. Donc, un peu l'idée de pas vraiment, pas réellement d'itinérance. L'autre enjeu, c'est la question du non-recours aux services, particulièrement là, des services d'hébergement. On le voit, je vais en parler aussi tantôt, mais on voit bien en fait que les jeunes LGBTQ+, ont tendance à peu aller dans les services en itinérance, par crainte en fait d'être exposés à différentes formes de victimisation, notamment la victimisation là, homophobe, biphobe et transphobe, qui est vraiment un évitement à l'égard des services, ce qui fait encore une fois euh, le constat qu'on voit peu en fait ces jeunes-là. L'autre élément, c'est ne pas se faire voir dans les ressources. Donc, les jeunes vont aller vers les services, vont aller à l'intérieur des ressources, mais vont peu parler en fait de leur orientation sexuelle, peu parler de leur identité de genre, donc peut faire de coming out ou de dévoilement au niveau de l'orientation sexuelle et d'identité de genre, ce qui fait en sorte que les intervenantes euh, ne voient pas ou ont l'impression en fait que les jeunes se retrouvent devant eux, là, ce sont des jeunes hétérosexuels et ce genre. Le dernier élément pour parler de l'invisibilisation, c'est toute la question en fait de l'absence de données. Puis ça évoque plusieurs choses, entre autres là, le fait qu'on n'est pas toujours très bon non plus dans nos services et ressources pour comptabiliser. Puis c'est plus que comptabiliser, là, c'est pas juste de cocher le nombre de personnes, mais c'est comment dans nos services on arrive à observer, poser des questions, comprendre la question de l'orientation sexuelle et d'identité de genre, qui fait en sorte que ben on a justement l'impression que les jeunes sont peu dans nos services. Donc, c'est intéressant de travailler ça, cette tension-là entre surreprésentation et invisibilisation. Autre élément aussi important qui ressort de nos travaux, c'est toute la question des difficultés d'accès aux services. Et ça renvoie à plusieurs choses. Un des premiers éléments en fait, qui émerge beaucoup là, des travaux qu'on mène, c'est toute la question des politiques, des règlements en fait, à l'intérieur de nos ressources, notamment nos ressources d'hébergement, qui ont beaucoup travaillé sans nécessairement s'en rendre compte à partir du système d'oppression de l'hétérosexualité. C'est-à-dire en fait que on a l'impression, on présume en fait que les jeunes qui se retrouvent devant nous, ce sont des jeunes hétérosexuels, des jeunes cisgenres, et ça fait en sorte que ça masque la pluralité des réalités, ça masque la diversité sexuelle, ça masque la pluralité de genre. Puis ça fait en sorte qu'on pose peu de questions probablement aux jeunes. Il peut y avoir tout un malaise aussi à soulever certaines questions sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Mais de prime abord, en fait, ça part vraiment de cette réflexion liée à l'hétérosexualité qui est présente dans notre société de façon générale et qui est reproduite à l'intérieur de nos services. L'autre élément important, c'est le manque de services spécialisés sur les enjeux LGBTQ+. Tantôt, Henri a fait allusion là, à toute la question là, d'absence de ressources, d'hébergement pour les jeunes LGBTQ+. C'est une donnée, en fait, encore importante. On le voit comment il y a des lacunes importantes à ce niveau-là. Là. Il n'y a toujours pas, à ma connaissance, là, de ressources d'hébergement par et pour les jeunes LGBTQ+, au Québec, là, pas juste à Montréal. Évidemment qu'il y a des services qui s'adaptent, qui changent là, au fil des années à la diversité de cette population, mais il reste que c'est encore un manque criant. Ça fait en sorte qu'on est toujours pris dans une logique de référencement qui fonctionne pas nécessairement toujours très bien, évidemment avec beaucoup de bonne volonté, là, mais nous, ce qu'on a capté, entre autres, comme situation, c'est de se retrouver, par exemple, dans des régions éloignées là, des grands centres urbains, éloignées de Montréal, par exemple. Là, les intervenantes, leur premier réflexe, c'est oups, on fait affaire avec avec un jeune issu des communautés LGBTQ+. On ne sait pas trop quoi faire, on va le référer, en fait. On va le référer à Montréal. Ça va mieux se passer, là. Ils vont pouvoir être pris en charge à Montréal. Ce qu'on se rend compte, c'est que ben, c'est pas toujours le cas. À Montréal, évidemment, il y a des services spécialisés sur les enjeux LGBTQ+, mais qui ne vont pas nécessairement offrir des ressources d'hébergement. Ça fait en sorte que les jeunes se retrouvent un peu confrontés à négocier là, entre différents services, différentes ressources. Il y a toute la question aussi du déracinement. Là. On prend des personnes qui se retrouvent dans certaines régions, puis on les déplace dans d'autres régions. C'est tout un manque de réseau social. Ils perdent leurs amis, perdent leurs connaissances, perdent plein de repères aussi.
Autre élément important, c'est la question des chambres, donc des chambres dédiées pour les personnes trans non binaires. C'est une pratique, en fait, qu'on retrouve là, de plus en plus là, dans différentes ressources d'hébergement, qui est une pratique, somme toute, dans la littérature scientifique, là, on se rend bien compte que c'est une pratique de pointe, là, c'est une pratique vraiment intéressante, il y a beaucoup de bénéfices liés à ça. Par contre, ce qu'on voit, c'est l'utilisation, l'adaptation, je dirais, de cette pratique-là. Euh, Ça peut se passer de façon très rapide, puis pas toujours de façon euh, pertinente avec les besoins des jeunes. Donc, les cas de figure que nous, on a captés, c'est figure, euh, la figure type, là, ce serait par exemple un jeune ou une jeune qui arrive dans une ressource. Les personnes à l'accueil font le suivi là, avec cette personne-là, puis bon, on pose des questions, puis là, on se rend compte que c'est une personne trans ou une personne non-binaire, puis là, on se dit, ah, ben, tant mieux, on a une chambre dédiée en fait à cette communauté, fait qu'on va placer la personne dans cette chambre-là, sans trop lui demander en fait si ça fait son affaire, si cette personne-là est consentante d'aller dans cette chambre-là. Ce que les jeunes nous disent, c'est que ça devient justement un genre de dévoilement forcé, en fait, un coming out forcé. Là. Tout le monde sait dans la ressource que ben, cette chambre-là, c'est dédié pour les personnes trans non binaires, donc évidemment que ça devient quelque chose qui est très forcé, là, sans le consentement des gens. Autre élément aussi important, encore là, Henri en a parlé tantôt, on voit bien en fait comment dans les ressources, les jeunes se sentent pas toujours en sécurité. Euh, on a documenté dans cet article-là là, de 2019 là, tout plein de cas de figure de victimisation homophobes, biphobes, transphobes. Donc des jeunes qui sont témoins, qui sont victimes de façon plus directe de ce genre d'actes de victimisation, perpétrée beaucoup par les autres jeunes dans les ressources. Quelquefois, c'est aussi là, des propos peut-être un peu plus maladroits là, des personnes intervenantes, mais ça proviendrait beaucoup en fait là, des autres jeunes. Ce qui a été évoqué sur la question de la victimisation par rapport aux personnes intervenantes, c'est beaucoup l'absence en fait, de réaction ou l'absence d'intervention. Donc, ce que les jeunes nous disent, c'est on est là, on est présent dans les ressources, dans les services, on entend là, des commentaires ou des propos là, homophobes, biphobes ou transphobes. Et là, il y a des intervenants, intervenantes qui sont là, mais qui réagissent pas, en fait. Ils interviennent pas pour empêcher la situation. Et là, ce que les jeunes nous disent, c'est qu'ils ont une impression très claire, en fait, que l'absence de réaction, c'est entériner ces actes-là, c'est de les accepter, c'est de faire comme si c'était à la limite banal ou normal, qui est clairement pas le cas, et ça produit beaucoup de violence, puis c'est l'impression d'être peu soutenu, en fait, là, à travers ce manque, cette absence, en fait, d'intervention. Un des constats aussi qui émerge beaucoup de la part des personnes intervenantes qu'on a questionnées, interrogées, c'est un manque de connaissances. Ça ressort beaucoup, ça, en fait, des personnes intervenantes en nous disant, on manque de formation. On n'en a pas de formation dans notre parcours académique, par exemple, sur la diversité sexuelle et pluralité de genre. Là, on se retrouve parachuté en intervention. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour gérer ça? L'idée aussi que ben, les formations, il y en existe, mais il en reçoit peu de façon continue. Ça, c'est un enjeu important. Là, tu sais, les intervenants qu'on a rencontrés nous disaient beaucoup devoir compter en fait sur leur propre habiletés personnelles ou leur propre temps de travail. Là, tu sais, fait que chez eux, le soir, être obligés là, de lire là, sur Internet là, euh, pour avoir accès à certaines connaissances sur les enjeux de la diversité sexuelle et pluralité de genre. Donc, ça vient aussi ramener une certaine responsabilisation là, sur le dos en fait, des personnes intervenantes. Euh, En réaction, finalement, à ces défis, en fait, là, à l'intérieur des services, nous, dans cet article, on a capté, en fait, là, des réactions, en fait, possibles de la part des jeunes. On a identifié, nous, 3 réactions types. Évidemment que c'est pas exhaustif tout ça, mais c'était les réactions qui nous semblaient les plus prépondérantes à travers le discours des jeunes qu'on a rencontrés. Une des réactions assez fortes, c'était celle d'une certaine forme de résignation. Là, les jeunes nous disaient, en fait, euh, euh, on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix, il faut aller quand même dans les services pour avoir accès à la nourriture, avoir accès à des espaces sécuritaires pour dormir. Donc, c'est des jeunes qui disent d'aller dans les services, malgré le fait que ça se peut qu'ils soient victimes, en fait, de victimisation, là, homophobe, biphobe, transphobe. Et ce qu'ils vont mobiliser en fait comme stratégie, c'est entre autres la stratégie de la minimisation, donc de minimiser ce qui va se passer. Puis on le voit bien, les tirachelles
dans son témoignage, là, il nous parle d'une situation là, d'intimidation, puis ben, elle transforme ça un peu en disant ben, c'est une blague, c'est une blague. Mais dans le fond, c'est pas ça, c'est pas une blague. Il se passait quelque chose de violent, de lourd, des actes là, homophobes, biphobes et transphobes. Mais elle transforme ça un peu à la blague pour pas, en fait, attirer trop l'attention, pour pas, ultimement, perdre peut-être sa place, être obligé de sortir, en fait, de l'organisme. L'autre réaction qu'on a identifiée, c'est une forme de résistance qui peut prendre plusieurs configurations, là. Ça peut être, par exemple, d'aller voir là, les personnes intervenantes, les directions, dénoncer ce qui se passe, de dénoncer là, les différentes situations là, de manquement de service ou d'actes là, homophobes, biphobes, transphobes qui sont perpétrés à l'intérieur des services. Et l'acte, je dirais, le ultime de résistance que plusieurs jeunes nous ont rapporté, c'est ne pas aller dans les services, même de dormir à l'extérieur de façon presque volontaire. Là. Justement, Judith, ce qu'elle nous racontait, c'est qu'elle avait dormi en fait derrière, là, derrière une ressource à Montréal, dans une ruelle en fait, une ressource qui aurait pu peut-être l'accueillir, mais qu'elle ne voulait pas en fait aller. Elle avait dormi là. Donc, c'est vraiment l'acte ultime de résistance. Et la dernière réaction, c'est de faire un choix en fait de cibler des services qui sont considérés plus inclusifs, plus affirmatifs sur la question de la diversité sexuelle, pluralité de genre. Puis là, on comprend qu'en même temps, ben, ça se passe beaucoup par bouche à oreille, par compréhension, par message en fait interposé entre les jeunes. Ça réduit aussi le bassin. C'est pas toutes les ressources, tous les organismes qui sont considérés comme inclusifs, et que ça réduit les potentialités et la marge de manœuvre des jeunes. Mais en même temps, ce qu'on capte à travers cette réaction-là, c'est que quand les ressources sont considérées comme inclusives, il y a beaucoup de bénéfices, en fait. Les jeunes nous ont rapporté tout plein d'expériences très positives de reconnaissance, de partage, d'idées de socialisation, de soutien aussi par les autres jeunes. Je terminerai ici par cette petite figure que j'aime bien présenter là, à la fin de mes présentations. Là. C'est en fait une figure qui a été présentée dans un article de Bramovich, qui est probablement le grand chercheur là, au Canada sur les enjeux LGBTQ+, auprès des jeunes en situation d'itinérance. Puis en fait, ce qu'il explique en fait dans cet article, c'est qu'il faut faire attention parce que c'est un cycle de pression d'hétéronormativité qui s'est installé en fait dans nos différents services, nos différentes ressources. Puis là, il nous explique un peu comment ça fonctionne. Puis il part en fait par l'idée que les personnes intervenantes font face à tout plein de méconnaissances, donc peu de formation, comme j'expliquais tantôt, ce qui fait en sorte que les intervenants et intervenantes vont réagir de façon un peu plus peut-être instinctive là, à ce qui se passe, mais souvent ça peut amener tout plein de dérapages potentiels, puis ça peut faire en sorte de juste reproduire finalement un climat social hétéronormatif. Ça, je l'ai expliqué un peu tantôt, mais la conséquence de ça, c'est que ben, les jeunes vont avoir la difficulté d'être dans ces services-là, vont peu se dévoiler, peu parler en fait de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre. Et là, ben, ça maintient l'invisibilisation que je parlais au départ. Et là, ben, là, ça perpétue la méconnaissance, etc. Puis il y a comme le cycle qui s'installe comme ça, sans qu'on s'en rende trop compte. Puis le message clé, je pense, à passer, c'est qu'il faut trouver une façon collectivement, là, je dirais, là, au Québec, au Canada, là, de briser en fait là, ce cycle d'hétérosystémativité pour laisser de la place en fait aux jeunes pour créer des espaces là, qui sont inclusifs là, et transaffirmatifs. Là, c'est ma petite diapo ici sur les références. Je pourrais laisser ça pour que vous puissiez consulter ça par la suite. Merci beaucoup pour cette belle présentation, Philippe Benoît et Rorige, qui était très complémentaire. Euh, je pense que, comme promis, vous avez répondu aux 3 questions qu'on avait posées en introduction. Alors, si vous le voulez bien maintenant, nous allons passer à une phase de questions. Donc, je rappelle à notre public de ne pas hésiter à soumettre ces questions dans l'onglet Q&R que vous trouvez en bas de votre écran. Nous avons déjà quelques petites questions qui sont là. Mais pour commencer, je vais en poser une un peu plus générale pour nous mettre euh, un petit peu dans l'ambiance de cette période d'échange. Donc, je vais commencer par une question à Philippe Benoît. Donc justement, est-ce que, il y aurait des stratégies que l'on pourrait mettre en place pour favoriser la formation des intervenants sur les enjeux liés à la diversité sexuelle et à la pluralité de genre?
Ouais, ben exact. Je pense que c'est un volet super important, là, la question de la formation. Euh, c'est- Comme j'en ai un peu parlé tantôt, je pense qu'une des premières stratégies, c'est d'essayer de mettre en place rapidement, là, à travers nos organismes, des formations en fait, de différentes sortes. Puis en même temps, il y en existe tout plein en fait au Québec. Là, il suffit souvent là, un peu de fouiller. Henri, en fait, tantôt a présenté le guide là, qui est un super outil en fait qui a été développé là, avec les Auberges du Cœur. Donc, ce genre d'outil-là est super important et super intéressant. Mais les organismes qui travaillent santé sexuelle, communauté LGBTQ+, offrent, offrent des formations, en fait, on peut les contacter, ils vont venir dans nos services, vont venir dans nos organisations. Puis ce que nous, on a capté, en fait, dans notre étude, c'est que euh, souvent, les intervenants et intervenantes doivent faire la demande auprès des directions des organismes pour avoir accès à ces formations-là. Je pense qu'il faudrait renverser un peu la donne. C'est pas attendre que les intervenants et intervenantes fassent la demande, mais qu'on mette en place vraiment de façon soutenue, constante, des formations. Puis là, je parle pas juste d'une formation, là, d'une journée, là, tout ça est très rapide, ça bouge, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de réflexions, sur ces enjeux-là. Fait que je pense que ce serait des formations continues, différents types de formations auprès de différents outils pour, euh, pour nous amener en fait, à réfléchir à cette question de la diversité sexuelle et de pluralité de genre, pour que les intervenants se sentent vraiment comme outillés. Là. C'est pas attendre de faire ça par eux-mêmes. Puis nous, ce qu'on avait capté aussi, je ne vais pas faire ça trop long, mais j'ai comme plein de choses à dire, mais ce qu'on avait capté dans notre étude, c'est que souvent, ça devenait un peu la responsabilité, ben, soit des personnes elles-mêmes de se former chez elles, ou ça devient la responsabilité de la personne intervenante qui est issue de la communauté LGBTQ+, de former comme l'ensemble de son équipe. On s'entend, ça génère une fatigue incroyable, ça, là. C'est une responsabilité, puis une pression énorme pour ces personnes-là. C'est pas ces personnes-là, en fait, de porter le poids des formations. Je pense qu'il faut comme renverser un peu la vapeur, puis en créer, en fait, là, puis donner de l'espace pour ça. Merci beaucoup. J'ai une question qui me semble être un peu en ligne avec cette première intervention, plus pour Auré, qui est justement, sachant que les personnes issues de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre consomment davantage de substances que leurs pairs cis-hétérosexuels, comment est-ce qu'on pourrait tenir compte de cette réalité dans les services? Oui, ben, je pense que et la réponse, c'est pas uniquement, je pense, pour les personnes à diversité sexuelle et des genres, mais pour les personnes en situation d'itinérance qui consomment des substances tout court. C'est-à-dire que la consommation de substances constitue souvent une barrière à l'accès aux services en itinérance, notamment au refuge d'urgence, par exemple. Donc, ben, c'est important, en fait, de tenir compte de cette réalité. Il y a de plus en plus de services, des programmes qui tolèrent ou qui acceptent la consommation. Euh, donc, je pense qu'il faut quand même réfléchir à la place de la consommation dans les services d'hébergement. Il y a certains services, par exemple, certains services qui tolèrent en quelque sorte qu'il y ait une consommation à l'intérieur de murs, d'autres qui ferment les yeux et d'autres pour qui c'est vraiment très réglementé. Donc, je pense qu'il faut quand même continuer cette réflexion et surtout avoir euh, des données qui permettent justement, enfin, ben, il y en a quelques données, mais juste de documenter l'expérience des services où on peut accepter que les personnes consomment de façon sécuritaire. Merci beaucoup, Auré. Alors là, j'ai une question du public qui est très précise, c'est-à-dire qu'on voudrait faire une idée de combien ça représente en termes de nombre d'individus, cette population itinérante, issue de la diversité de genre ou LGBTQ+. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'on peut se donner un chiffre à peu près? Vous pouvez Euh, répondre l'un ou l'autre, c'est comme vous voulez. Ben, en fait, moi, je peux répondre rapidement là, en disant ben, ça dépend toujours des dénombrements, en fait. Puis la façon dont on capte les populations. Je veux pas non plus être trop critique là, par rapport aux différents dénombrements. Là. Il y a du bon et du moins bon de ce genre d'exercice-là. Je pense que c'est pas tant important, selon moi, du chiffre qu'on va aller chercher. Moi, je trouve que la statistique est assez intéressante. C'est du 25% qui revient constamment. Ça, c'est 25% selon différents types de dénombrement et d'études, qui n'arrivent pas toujours au même nombre de personnes totales. Tu sais, ils sont allés chercher, je sais pas, 6 000 personnes, ils sont allés chercher 10 000, ils sont allés chercher Non. 2 000 dans un autre contexte.
mais c'est systématiquement, peu importe le chiffre, on arrive à ce ratio de 25%, qui est assez, selon moi, assez parlant et assez important, en fait, à tenir compte. Puis comme Auré aussi l'a mentionné tantôt, tu sais, ce genre d'exercice-là aussi, c'est sans sous-représenté parce que dans les exercices qu'on met en place de dénombrement, c'est souvent une itinérance qui est très visible, là, qui est quand même captée, assez chronique, même s'il y a des efforts qui se font pour essayer de capter d'autres types de populations, il reste que c'est quand même ce genre de population-là qu'on va aller chercher. Ce qui fait on peut même penser que c'est probablement inférieur à ce qu'on on capte réellement en fait, dans la réalité. Moi, si tu voulais Merci réaliser beaucoup aussi, pour cette Auré, réponse. là, mais Oui, mais Oui, je Auré. je suis tout à fait d'accord avec ce que tu apportes, Philippe Benoît. Et puis, oui, puis, je pense que le problème, c'est avec, justement, quand tu le mentionnes, quand on parle des chiffres, c'est souvent le dénominateur, c'est-à-dire à partir de quel chiffre on compte la proportion des personnes à la liberté sexuelle. Et comme tu dis, je pense que ben, c'est des proportions qui reviennent et ce sont des proportions qui sont beaucoup plus importantes que le poids démographique de la population. Si on tient compte, par exemple, du recensement canadien, où on a posé des questions sur l'orientation sexuelle et la diversité des genres. Je pense qu'il y avait comme, entre les personnes de 18 à, je pense, 5 à 5 ou 60 ans, on avait un peu moins de 4% des personnes qui saisissaient une autre orientation sexuelle ou une autre identité de genre. Donc, évidemment, là, on peut questionner la sous-représentativité de ces chiffres-là, mais si on prend en considération qu'il y aurait environ 4 personnes de 18 à, 4% pardon, des personnes dans le recensement entre 18 et 61 qui se disent d'une autre orientation sexuelle et identité des genres, alors qu'on retrouve environ 25% des gens en situation d'itinérance, on voit qu'il y a quand même une surreprésentation par rapport au poids démographique de la population. Alors justement, nous avons une question qui nous demande si on a des travaux de recherche qui ont exploré les causes de cette surreprésentation des jeunes LGBTQ+, en itinérance. veux-tu que je commence? Ben oui, en fait, il y en a quand même plusieurs. Un des points communs centrales, ben, je vois là, dans les questions, c'est Jocelyn Gadebois le bien identifié, là, tu sais, le milieu familial, en fait, est un des leviers, malheureusement, l'un des leviers positifs, dans certains cas, c'est qui permet là, d'éviter l'itinérance, mais ce qu'on capte, c'est souvent un des points de bascule importants. Donc, le climat, en fait, toxique, là, homophobe, biphobe, transphobe, qui est généré, qui est continu, qui est perpétré, en fait, dans le milieu familial, faire en sorte, ben, d'une part, que les jeunes vont justement fuguer, partir du milieu parce que c'est trop difficile, trop toxique. Ou même, dans certains cas de figure, ça peut être le milieu familial là, qui met directement à la porte des jeunes. Donc, ça, on voit comment c'est extrêmement complexe et difficile pour ces jeunes-là. Euh, le milieu familial, mais c'est pas le seul milieu. On peut penser au centre jeunesse, par exemple. On peut penser au milieu scolaire, là, tu sais, qu'il y a un rôle à jouer. Dans un des articles qu'on a écrits, on a bien identifié que le milieu scolaire, là, tu sais, si ça se rajoute en fait, par exemple, aux violences perpétrées dans la famille, le milieu scolaire n'arrive pas à créer un espace inclusif, affirmatif pour les jeunes, ben ça se rajoute. Là. Fait que là, les jeunes ont l'impression d'être bien nulle part, ni à la maison, ni à l'école. Là, ça peut déclencher encore là un processus de fugue, de se retrouver là, au centre-ville, par exemple, de Montréal, puis là, essayer de s'organiser un peu par eux-mêmes. Fait que c'est beaucoup de ces enjeux-là. Puis là, en plus, mais là, on peut rajouter tout plein d'autres facteurs communs à l'itinérance. Là, c'est, par exemple, la consommation de substances que Henri parlait. Puis on sait, là, c'est pour les jeunes LGBTQ+, en itinérance, une consommation c'est plus importante, des enjeux de santé mentale, négligence parentale, etc., qui complexifient leur parcours. Mm. On a Ouais. Jocelyn qui avait posé une question par rapport à ça, qui réagit avec surtout la question des fugues, hein, avec l'idée que le fait d'avoir un climat qui n'est pas très ouvert à l'accueil de la diversité dans les familles, ça peut augmenter le risque de fugue, qui est lui-même un facteur de risque d'itinérance. Donc, Jocelyn nous dit dans la discussion qu'il faudrait donc alerter la santé publique sur les liens entre ces différents facteurs. Mais il Mhm. demandait également
Donc, justement, voilà, il y avait bien ce lien-là entre fugue, homophobie, transphobie dans les familles et itinérance, c'est ce qui est bien démontré. Mais je pense il est documenté effectivement qu'il y a des liens entre un climat familial difficile, toxique, en lien avec l'orientation sexuelle et les fuites que les enfants peuvent faire. Donc oui, il y a quand même des liens, il y a des études qui documentent, il y a aussi euh, des personnes rencontrées dans différentes études qui mentionnent justement comme une des raisons de leur fugue des difficultés en lien avec les parents concernant l'orientation sexuelle ou l'identité des genres. Et je voulais rebondir sur ce que Philippe Benoît apportait tantôt aussi comme élément de réponse. Puis je voulais juste apporter un contexte vraiment aussi un peu historique. Enfin, là, on est en 2023 au Canada. On a des droits civiques, on peut se marier, on peut avoir des enfants, bref. Puis là, on parle vraiment plus. Enfin, c'est surtout ces droits concernent davantage des personnes cisgenres. Lorsqu'on parle des personnes trans, des personnes non binaires, je pense qu'on peut se questionner davantage. Mais je veux juste vous rappeler quelques faits historiques. Et puis c'est l'histoire récente. Euh, L'homosexualité a été dépénalisée au Canada en 1969, donc c'est quand même récent. Sans doute plusieurs personnes qui écoutent ce webinaire étaient déjà nées en 1969. Dans les années 70, on a enlevé l'homosexualité du DSM, donc du manuel de diagnostic de maladie mentale. C'est dans l'histoire récente. Moi, j'étais né dans les années 70. Euh, il y a 2 ans, le Canada a rendu légal les thérapies de conversion. Ça veut dire que jusqu'il y a 2 ans, c'était légal d'avoir des centres qui prétendaient changer l'orientation sexuelle des gens. Donc, malgré toutes les avancées juridiques sur le point de vue social, etc., rappelons-nous quand même qu'il y a des contextes toujours hostiles envers les personnes à la diversité sexuelle et des gens qui vont façonner aussi leur vécu, le vécu de famille, et qui peuvent aussi évidemment générer toutes sortes de difficultés dans l'itinérance. Merci pour cette importante précision qu'on fait. Alors, nous continuons sur les questions de nos spectateurs. Alors, nous avons Marie qui demande si ces recherches-là que vous présentez, qui sont plutôt orientées vers les jeunes, ont aussi été faites ou est-ce que vous avez des pistes sur la population adulte, voire âgée, qui serait aussi dans cette situation d'itinérance? Oh, je vois la réaction de Rory, on dirait que c'est un sujet encore à explorer. Ben, c'est drôle parce que cette question-là, dernièrement, je fais des présentations, puis elle m'est comme systématiquement posée, puis je me sens mal parce que il n'y en a pas beaucoup, en fait, d'études. C'est vraiment c'est comme si là, on croise là, une invisibilisation, puis on croise en fait des statuts minorisés supplémentaires. Fait que les études sur les personnes aînées, LGBTQ+, itinérance, euh, il n'y a pas grand-chose en termes de données, là, d'études empiriques. Fait que c'est vraiment quelque chose à explorer, là, c'est clair. Euh, Ça, pourquoi, en fait, on met beaucoup d'emphase sur les jeunes, spécifiquement, ben, tu sais, on le sait, entre autres au Québec, au Canada, on a mis beaucoup là, d'efforts depuis plusieurs décennies, en fait, à essayer de protéger la jeunesse. Fait qu'on dirait que c'est un enjeu très, très sensible, là, tu sais, au Canada, au Québec. Puis on le voit, en fait, les chiffres montrent une surreprésentation. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il y a un point de convergence. Mais c'est clair que les personnes adultes, les personnes aînées doivent se retrouver aussi dans ce genre de situation-là. Puis c'est clair que c'est invisibilisé, mais il n'y a pas beaucoup d'études. En effet, puis c'est la Eh même bien, chose. si. Pardon. Je rebondis sur la consommation en particulier. Si on parle des consommations et personnes à diversité sexuelle et des gens âgés, il y a aussi peu de documentation, mais même peu de documentation sur les personnes âgées qui consomment. Il y a de plus en plus de façon générale. Puis justement, peut-être qu'il y a des gens de cette ressource-là qui sont dans le webinaire. Il y a justement une ressource spécialisée à Montréal, un CHCCLD qui est le Manoir des L'Âge d'Or, qui offre des services spécialisés aussi, qui ont un étage où on offre un service spécialisé pour des personnes qui ont eu un vécu d'itinérance ou des consommations et où il y a un soutien aussi en lien avec leur consommation de substances. Mais la consommation demeure quand même tabou aussi au niveau de services plus gérontologiques, si on veut. Si on a des jeunes chercheurs dans le public, voilà des beaux sujets de mémoire ou de thèse à produire.
Alors, nous continuons avec une question de Béatrice. Elle nous dit que Philippe Benoît a parlé d'une certaine résistance des personnes à se considérer en situation d'itinérance. Elle demande si c'est un phénomène qui est davantage présent pour les personnes LGBTQ+, ou est-ce que c'est un phénomène qui est tout autant présent pour l'ensemble de la population qui est en contexte d'itinérance? Euh, ben, c'est sûr que tu sais, cette mise à distance, en fait, de l'étiquette liée à l'itinérance, c'est pas propre, en fait, aux jeunes LGBTQ+, là, c'est clair, on voit, là, tu sais, dans l'ensemble des travaux que j'ai faits sur la question de l'itinérance, tu sais, ça revient systématiquement, cette notion-là de ne pas vouloir être identifié en situation d'itinérance, le rejet de cette étiquette qui est stigmatisante. Fait que c'est assez transversal, mais ce qui est assez intéressant dans l'étude là, que je vous ai mentionnée, on rajoute ça, en fait, à la complexité que les jeunes LGBTQ+, avec lesquels doivent composer, en fait. C'est un peu ça, c'est que là, ces jeunes-là, en fait, non seulement, rejettent l'étiquette, l'itinérance, ne veulent pas aller dans les ressources, mais en plus, quand ils vont dans les ressources, ben, se font stigmatiser, là, pas pour l'itinérance, mais là, pour leur orientation sexuelle et leur identité de genre. Donc, c'est des jeunes qui se retrouvent constamment pris à l'intersection, finalement, de ces différents statuts minoritaires puis se retrouvent un peu prisonniers, en fait, dans ces différents enjeux-là. Fait que certaines de ces personnes-là vont faire un peu comme un choix réactionnel, un peu, là. Donc, de rejeter la question de l'itinérance, de mobiliser tout plein d'autres stratégies, mais qui reste quand même de l'instabilité précaire, l'instabilité résidentielle importante, là. C'est pas parce qu'on rejette l'étiquette qu'on n'est pas en train de vivre cette réalité-là, c'est que c'est des jeunes qui ne veulent pas s'identifier à cette appellation-là, cette étiquette-là. Hmm. Si je peux rebondir là-dessus, j'ai trouvé intéressant cette donnée, Philippe Benoît, parce qu'on voit un portrait similaire avec les personnes de la diversité sexuelle et les jeunes et des gens, pardon, qui consomment des substances, qui ne veulent pas s'identifier nécessairement comme des, je le fais en gros guillemets, là, comme des toxicomanes, c'est parfois le mot qui s'utilise. Et donc, le fait de ne pas s'identifier aux autres utilisateurs de substances fait en sorte qu'ils ne vont pas nécessairement chercher du matériel, chercher de l'information. Donc, c'est exactement le même portrait. Alors, lorsqu'on sait justement qu'il y a parfois, pas, et en même temps des difficultés en lien avec l'hébergement, l'itinérance et la consommation, donc je pense que justement, on voit que il y a quelque chose à travailler sans doute en lien avec les stigmatisations et la façon dont les propres personnes se définissent aussi. Est-ce que le fait d'ajouter une autre identité marginalisée fait en sorte qu'on a plus de difficultés sans doute à les rejoindre aussi. Merci beaucoup à vous deux pour cette réponse. Je suis sûre que Béatrice est très heureuse de l'exhaustivité de votre réponse. On passe maintenant à une question de Naomi qui nous dit, y a-t-il des enjeux d'accès aux soins différents en fonction des différents groupes que composent les communautés LGBTQIA2+. Je te donne un exemple. Vous avez saisi... Ah non, vous n'avez pas saisi la question. Mais je comprends que, donc, en fonction, est-ce qu'il y a, par exemple, des sous-populations dans ce grand ensemble qui vivraient plus de difficultés ou peut-être au contraire qui seraient, peut-être qui vivraient moins de difficultés? On oublie aussi parfois d'explorer ce volet-là. Ben, je peux commencer, tu compléteras, Henri, si t'es pas ajouté, mais c'est- oui, c'est clair, ça vient complexifier. Et ça vient complexifier, là, tu sais, dans notre étude, en fait, qu'on répartit sur les hommes en situation d'itinérance, on l'a vu, en fait, comment les hommes, lorsqu'ils cumulent, en fait, ou croisent, en fait, différents statuts minorisés, ça devient ultra complexe pour avoir accès à des services. Donc, tu sais, des hommes, par exemple, tu sais, gays, bisexuels, racisés, en situation de handicap, tu sais, ça devient ultra compliqué parce que les services sont souvent très mainstream. Là. Je m'excuse de l'anglicisme, là, mais tu sais, souvent nos services en fait, d'hébergement ou en itinérance, on veut s'adresser à une population assez, je dirais, générale, mais générale comme un modèle assez précis en fait de population. Là, c'est qu'on s'adresse principalement à des personnes hétérosexuelles, genres blanches, ce qui fait en sorte que ben, quand on cumule en fait différents minorisés, ben, ça devient plus difficile d'aller vers les services, puis en même temps aussi, c'est qu'on a l'impression que les services ne s'adressent pas à nous. Fait que ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas juste que les services, c'est que les gens vont pas nécessairement y aller vers ces services-là parce qu'on a l'impression que leurs besoins ne seront pas répondus de toute façon.
Puis là, ça vient nourrir toute la réflexion sur l'itinérance cachée. On retrouve en fait une surreprésentation des populations minorisées en fait dans des situations d'itinérance cachée parce que c'est comme si les services sont peu adaptés, puis les gens vont peu dans les services parce que justement, ils ne sont pas adaptés tu sais, à leur réalité. Il y a tout un jeu qui va se jouer. Puis, si je pousse un peu plus loin, mais c'est pas juste l'accès aux services, mais nous, on a vu dans une autre étude qu'on a publiée, mais les jeunes LGBTQ+, quand on croise différents facteurs de statut minorisé, ça devient ultra compliqué. Juste par exemple avec la police, avec les propriétaires, avec l'accès pour avoir un emploi, comment ces jeunes-là se retrouvent. Tu sais, ça va au téléphone quand ils appellent pour avoir un logement, mais là, quand arrive devant la personne, puis là, le propriétaire voit leur look, qui est un look, mettons, queer, une personne racisée, qui parle, qui provient qu'un accent qui provient d'une autre langue, ou là, le propriétaire, là, tout d'un coup, il est comme moins tenté de lui accorder le logement. La même chose pour avoir un emploi. Fait qu'on voit comment tout ça peut devenir des embûches supplémentaires là, dans les trajectoires des gens. Ouais, absolument. Puis, par exemple, il y a aussi des difficultés pour certaines personnes trans, des personnes non-binaires, des personnes qui ont justement parfois une expression des genres qui n'est pas nécessairement socialement conforme à ce que les gens souhaitent voir de quelqu'un qui s'est défini de telle ou telle façon, qui vont avoir de la difficulté aussi à recevoir des services. Par exemple, il y a aussi, par exemple, des femmes trans, je pense à des femmes trans, par exemple, dans des ressources pour femmes où parfois c'est difficile justement, où on considère que les femmes cisgenres qui sont hébergées peuvent avoir des réactions négatives face à l'accueil d'une femme trans, ou quand on pense à la sécurité d'un homme trans dans les services d'hébergement pour hommes. Enfin, bref, il y a une série de difficultés aussi pour d'autres populations du grand acronyme de SLGBTQ+. Merci beaucoup à vous deux. Alors, il nous reste que quelques toutes petites minutes. Je suis pas sûre qu'on puisse passer encore les trois questions qui restent. Je vais prioriser celle d'Audrey puisqu'elle l'avait posée avant, mais dans la discussion du webinaire. Alors, elle nous demande, est-ce que vous pouvez proposer une approche clinique ou un organisme communautaire qui pourrait nous offrir, donc, nous, j'imagine qu'elle est intervenante, qui pourrait offrir des formations adaptées au milieu de travail. Euh, ben, tu sais, il y aurait plein de possibilités. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui veut répondre, mais il y a vraiment les organismes, que je disais tantôt, les organismes LGBTQ+, là, je les nommerai pas tous, là, mais tu sais, regardez sur Internet, dans vos régions respectives, vous allez en trouver. Euh, il y en a peu par région. Là, souvent, des fois, dans une seule région administrative, il peut y avoir peut-être un organisme, mais sont là, ils existent, ils vont pouvoir vous soutenir. Peut-être aussi une autre piste, essayer de rechercher en fait toute la réflexion sur les approches qu'on appelle en fait les approches inclusives, les approches aussi transaffirmatives. C'est vraiment des clés en fait super riches, super intéressantes pour avoir des outils supplémentaires pour l'intervention. Comment adapter en fait nos services, notre intervention avec une autre lunette un peu pour aller chercher évidemment le parcours des jeunes, puis pour les encourager dans leur processus en fait de transition, puis de s'assurer en fait que ça se fasse de façon sécuritaire en fait avec les jeunes. Merci beaucoup. Il restait deux petites questions auxquelles on n'aura pas le temps de répondre, mais éventuellement, leurs auteurs peuvent toujours vous contacter s'ils veulent en savoir plus. En général, oui, c'est bon. Puis c'était une Mhm. question qui était en lien avec la santé mentale et une autre sur les données détaillées de l'expérience de placement de ces jeunes. Euh, je suis sûre que vous auriez des éléments à répondre, mais malheureusement, le temps qui nous était imparti est déjà écoulé. Mais on voit que le sujet suscite beaucoup de questions. Donc, on espère qu'on pourra refaire un événement de ce type dans quelques temps pour répondre encore à d'autres questions.
Donc, merci beaucoup à nos panélistes et, pour votre présence aujourd'hui. Merci aussi beaucoup à ce public qui a été présent. On voit aussi que vous êtes restés du début à la fin pour la plupart. Merci beaucoup. Merci pour vos questions qui nous ont vraiment permis d'approfondir le sujet. L'enregistrement de ce webinaire et les PowerPoint seront déposés sur les pages web respectivement du CREMIS et de l'UNID dès que ce sera possible pour que vous puissiez les retrouver, les voir, les revoir ou les conseiller à vos collègues et amis. Vous retrouverez également dans votre boîte courriel un formulaire de rétroaction. Pour les gens qui sont employés du CCS-MPL, vous recevrez également un très court formulaire à remplir pour que votre présence à ce webinaire puisse être comptabilisée sous le bon code de formation. Nous vous remercions de prendre quelques minutes de votre temps pour remplir ces documents parce que votre avis est essentiel pour que nous puissions améliorer nos prochains événements. Merci à tous pour votre présence. Merci aussi aux personnes qui ont permis cela possible et que vous ne voyez pas, Geneviève Fortin et Pauline Oulamia. Excuse-moi, je suis sûre que j'ai accroché ton nom. En tout cas, merci beaucoup pour ce bel événement. Puis je vous souhaite une très bonne continuité de la semaine de la mission universitaire à tous.